Le débat, c'est aujourd'hui, voilà, est-ce qu'on a le droit d'arrêter l'économie, de mettre en péril l'économie, les équilibres économiques, mais pas seulement ça, de mettre en péril des emplois, des situations dramatiques au point de vue social. Est-ce qu'on a, on a le droit de faire ça au nom de la préservation des plus âgés? Il y a quand même des voix maintenant qui commencent à dire, franchement, c'est bien. Je crois, Jean-Christophe, tu avais dit que c'était une société qui s'occupait de ses vieux, s'honorait. En fait, c'était une espèce de signe d'humanité que Mhm. l'économie n'était pas toute puissante. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer ça sur le long terme? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème à se dire, on arrête tout, on met en péril ce que je disais, beaucoup de choses, au nom de la préservation des plus fragiles ou des plus vieux d'entre nous? C'est une bonne question. Puis, c'est certain que là, bientôt, on va célébrer chez nous le premier anniversaire là, du début de la crise au mois de mars, même si on sait que ça a commencé en décembre. Je veux dire, en Europe, puis chez nous, c'est autour du mois de mars qu'on a réalisé la réalité de la COVID. Pour moi, c'est une question qui est vraiment difficile qui est vraiment difficile à répondre parce que, idéalement, dans un monde où on maximise, comme Weber dirait, là, ou avec l'éthique protestante, on a comme un calcul de coût-bénéfice. Ben, c'est sûr que ce qui serait optimal, ce serait que, bon, regardez, les boomers ou les plus vieux, on vous isole dans des centres, puis le reste des gens continuent à vivre comme si de rien n'était. Mais on a bâti des Des centres, sociétés. c'est un peu concentrationnaire si on le met dans des centres. Ben Mais oui, on peut non, nous ben dire que de oui. rester chez soi, déjà, c'est pas mal. Ouais, ou de rester chez soi, c'est ça, c'est ça. Ben, Ouais. idéalement, oui, c'est ça. L'esprit rationnel voudrait qu'on fasse ça, puis là, on préserverait au maximum l'économie, puis le mode de vie de la majorité de la population. Mais dans nos sociétés, qui, on doit le dire, sont fondamentalement chrétiennes, euh, on a fait en sorte que ce ne soit pas possible légalement, en tout cas au Canada, j'imagine en France aussi, c'est pas possible légalement de dire, bon, ben, à partir de tel âge, vous allez avoir des conditions de vie qui sont complètement différentes. On peut pas, chez nous, on ne peut pas discriminer sur la Oui, base c'est de la la race, de discrimination. la Oui, oui. religion, de l'âge, de l'orientation sexuelle. Donc, de commencer à dire, bon, ben, si vous avez plus de 70 ans, on vous oblige de rester à la maison, puis on vous donne des amendes si vous sortez, ça ne tiendrait pas en cours. Et ben, ça fait partie dans le fond, l'enjeu est peut-être pas autant sur est-ce qu'on laisse sortir les plus vieux, les plus jeunes, puis on cloître les plus vieux chez eux, mais de dire est-ce qu'à long terme, on veut créer un précédent dans nos sociétés où on peut commencer à discriminer pour un impératif de bien public sur la base de l'âge, sur la base de la religion, sur la base de... Et moi, je me sentirais plus en sécurité dans une société où même en temps de crise, ce genre de discrimination-là est impensable et hors limite que pour, justement, pour ces impératifs pratiques-là, on puisse suspendre euh, qu'est-ce qu'on considère être un, comment dire, un élément fondamental de notre humanité, des droits de l'homme, de ne pas discriminer sur la base de choses qu'on ne peut pas contrôler, dont notre âge. Ouais. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de remontées d'expériences ou de journalistes qui ont fait des enquêtes sur le drame et le malheur des étudiants aujourd'hui qui sont enfermés, qui n'ont plus le droit à aller à des cours, qui ne rencontrent plus Hmm. leurs amis. Et c'est vrai que pour cette génération-là, c'est quand même lourd, quoi, et très, très difficile. Et ils commencent à monter dans la société que finalement, ils font ça pour les plus vieux et quelque part, ils disent qu'ils en ont marre, quoi, gros. Je pense que Jean-Christophe réfléchit beaucoup en bon politologue en termes de qu'est-ce que l'État est en train de faire et en comparant avec d'autres structures étatiques au fil de l'histoire, on voit que certaines décisions qui sont prises maintenant ressemblent beaucoup finalement à des décisions qui sont prises par des États totalitaires ou par des États qui restreignent les libertés. Et donc, peut-être pas tout de suite en se disant on est dans une dictature, il ne s'agirait pas d'avoir ce commentaire, mais de dire mais quelles
quels sont les problèmes que ça pourrait créer plus tard. Mais en tout cas, les problèmes que ça crée maintenant, c'est certain que par rapport à toute une frange de la population qui est en incapacité complète de faire ce qu'elle est censée faire, les étudiants ne peuvent pas aller en cours, les étudiants ne peuvent pas se retrouver pour justement construire le futur de notre pays ou de nos pays. Il n'y a pas que l'aspect pratique de est-ce qu'on est chez soi ou est-ce qu'on est en cours. On n'est pas que dans des réflexions purement géographiques, mais bien une réflexion sur la santé mentale. Et c'est ça, en fait, qu'on voit se développer et se déployer sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag étudiant fantôme, mais aussi avec des chiffres qui font peur de montée de dépression et de pensées suicidaires, Oui. voire malheureusement de suicide. Et c'est là où on se rend compte que le problème de la protection d'une frange de la population, donc on parlait de voilà, protéger les plus vulnérables, protéger les personnes âgées, les faire vacciner en premier, etc. Il faut aussi penser à la protection d'un autre type de santé qui est la santé mentale. Alors, c'est pas neuf ce que je dis et les médecins en parlent aussi, mais c'est vrai qu'il y a ces deux choses-là à maintenir en parallèle. Il ne s'agit pas juste de protéger contre un virus, mais il s'agit aussi de protéger contre toutes les conséquences que ce virus a sur notre vie sociale, sociétale depuis maintenant 1 an. Et malheureusement, la santé mentale et une santé mentale fragile, c'est vraiment ce qui en prend en plus le plus gros coup. Et c'est là où finalement, en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que communauté centrée sur la personne de Jésus-Christ, on doit avoir quelque chose à dire. Parce que justement, la figure de Jésus-Christ venait parler à la personne dans son ensemble. Enfin, quand il parlait à un lépreux ou à un boiteux ou à une femme, un homme, il ne lui parlait pas que selon ce critère qui le définissait au lieu de tout le monde, mais dans sa personne, dans son ensemble. Et il allait chercher à guérir le corps et l'âme, et aussi la santé mentale d'une certaine manière, même si ce n'étaient pas les mêmes termes dans le Proche-Orient ancien. Donc je pense qu'on a vraiment on a vraiment un mandat parce que à la différence d'un virus comme la Covid, qui, on l'espère, va se solutionner avec des vaccins, avec une immunité collective, etc. Les dégâts de la santé mentale, de la dépression, ça dure très longtemps. Donc préparons-nous maintenant. J'ai passé toute la journée à me poser cette question finalement en réfléchissant à cette question. Comment est-ce qu'on peut aider notre prochain? Comment est-ce qu'on peut aider nos proches par rapport aux souffrances psychologiques que tout ça, ça implique? Mais tu as pas de solution. Tu dis pas, il faut empêcher, laisser les vivre les jeunes et puis mettre de côté les personnes plus âgées ou plus fragiles. Tu ne choisis pas par rapport à ça. Concrètement, ce que tu viens de dire, ça se traduit comment? Alors, je pense que c'est pour ça que je ne fais pas de la politique, parce que ça, ce serait une décision politique et c'est vrai que je pense que c'est une décision bien trop compliquée à prendre et je veux prier pour les personnes qui doivent les prendre parce que c'est pas évident. J'avoue que je pense plus en termes à notre petite échelle, en termes d'individus, en termes de famille, en termes de communauté d'église. Comment est-ce qu'on peut réagir à cette solution-là? Et si les décisions gouvernementales choisissent telle et telle stratégie par rapport à telle et telle frange de la population, comment est-ce qu'on peut faire dans tous les cas pour accompagner et pour aider, parce que la détresse psychologique, elle est aussi chez les vieux, en fait, hein, chez les personnes âgées, pardon, qui ont été aussi privées de contact humain lors du premier confinement. Donc, voilà, je pense que je cherche à attirer l'attention parce que c'est aussi beaucoup ce qui me touche sur la nécessité d'accompagner dans les détresses psychologiques, C'est l'affaire de émotionnelles. chacun d'entre nous, c'est pas que l'affaire de l'État, ça. Ouais. Exactement, exactement. Et c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Et avec l'Évangile, qui est la bonne nouvelle, qui nous donne une espérance pour le présent et pour la vie éternelle, c'est notre affaire en tant que chrétiens. Estelle, tu ajouterais quoi par rapport à tout ça? Il y a de très bonnes choses qui ont été dites par Léa, par Jean-Christophe. Ce n'est pas une problématique simple. J'ajouterais peut-être pour résumer, conclure, alors bien sûr,
la question que tu as posée, cher Jean-Luc, est un petit peu manichéenne, hein, parce qu'on ne peut pas simplement se débarrasser des vieux et les enfermer quelque part et vivre notre vie en paix. C'est bien, ça. C'est une thèse qui monte hein, dans l'opinion. C'est une thèse qui a de plus en plus pignon sur rue. Hein. C'est des idées qui Oui, bien circulent quand sûr. même. Oui. Oui, si je vais compter le nombre de thèses un peu surprenantes que j'ai entendues depuis le début de la pandémie. C'est vrai. Alors, mais Non, mais des gens très sérieux, même des médecins, des professeurs de médecine ont défendu ça. Hein. Ils sont dit en disant il faut arrêter d'empêcher la vie des plus jeunes, il faut faire autrement. Quoi. Premièrement, je pense qu'il y a peut-être une fausse idée, et c'est pour ça que j'ai envie de résister à l'idée selon laquelle il faudrait mettre, entre guillemets, les vieux de côté. C'est la fausse idée que si les personnes vulnérables étaient mises de côté et enfermées, on pourrait reprendre la vie comme avant, reprendre la vie normale. Non, il y a un virus qui circule, il y a des gens qui tombent malades, et même si les jeunes étaient vaccinés d'abord, ça ne les empêcherait pas d'être contagieux. En tout cas, jusqu'ici, la recherche n'a pas démontré que le vaccin empêchait les gens d'être contagieux. Donc, l'immunité n'empêche pas d'être contagieux et c'est pas en isolant complètement une partie de la population que ça réglerait le problème, hormis toutes les questions sur la démocratie et le vivre ensemble qui ont déjà été mentionnées. La deuxième chose, c'est la vulnérabilité. Je pense que c'est une des grandes vertus de ce débat, de cette thèse qui monte, c'est de mettre la lumière sur, comme ça a été mentionné, la vulnérabilité croissante des populations plus jeunes, qui ont jusqu'ici été considérées comme hyper résistantes, comme pouvant faire face à toutes les contraintes, parce que de toutes les façons, ils sont jeunes, de toutes les façons, ils ont leur ressort, et de toutes les façons, ils ont leurs vidéos YouTube et leurs abonnements à Netflix, et leurs jeux vidéo, et ils ont d'autres choses à faire. Non, on se rend compte, même en Belgique, une enquête récemment a démontré que une personne sur deux sur l'année écoulée a fait face à de la détresse psychologique liée aux mesures de lutte contre la pandémie et que les jeunes sont surreprésentés parmi ceux qui se plaignent de détresse psychologique. Donc, on peut parler de population vulnérable en parlant des personnes âgées parce que l'effet du virus sur elles est plus délétère, certainement, mais on peut aussi parler de vulnérabilité des populations plus jeunes en particulier, parce que l'effet de la lutte contre la pandémie a des effets délétères plus forts sur eux. Donc, il faut élargir notre concept de la vulnérabilité, il me semble. Et puis, le troisième point, parce que où est-ce qu'on est rendu, c'est quoi la conclusion après tout ça? Le troisième point, c'est que on n'est pas au bout de cette crise. Et malgré les avancées, tantôt lentes, tantôt rapides, des vaccinations, les mesures actuelles ne sont pas sur le point de s'arrêter. Et donc, il faut faire preuve de solidarité, ce qui ne veut pas dire continuer comme avant et puis juste serrer les dents et attendre. Je pense qu'il y a quand même des remises en question, notamment politiques, à voir. Mais il faut être solidaire, se dire que peut-être que la vulnérabilité des personnes âgées, elle rejoint une autre vulnérabilité chez les plus jeunes. Peut-être qu'il y a des détresses qui sont diverses et qu'il faut écouter tout le monde, en fait, les souffrances de tout le monde, et puis se mobiliser pour au mieux possible faire face à ces détresses et à ces complications qui sont psychologiques, qui sont sanitaires, mais qui sont aussi économiques. Et donc voilà, vulnérabilité, solidarité et immunité, c'est trois mots-clés que je retiens.